le lean and learn est-il le Saint Graal? Donc c'est ça la question de départ en fait. Et puis on se dit en plus, on est dans un moment où la tension concurrentielle s'intensifie et donc il y a des choses à faire ensemble. Donc c'est aussi une affaire de rencontre entre des consultants plutôt amélioration continue et des gens comme moi qui sont quand même plutôt dans le soft. Et on se dit, on va essayer de faire un truc ensemble pour créer en fait le Lean and Learn qui va s'appeler amélioration continue apprenante. Voilà. Et donc, nous nous retrouvons à Sol. Et là, moi, je prends le rôle du candide. Voilà. Donc, le candide qui apprend en fait des expériences parce que. Et puis on part dans une grande expédition parce que Michael Ballet, qui a été cité tout à l'heure, nous avait prévenu. Vous ne croyez pas que vous allez trouver le Saint Graal tout de suite. Je n'est pas sûr que vous le trouviez. Et puis, il n'est pas sûr que vous faisiez l'économie de ce que font tout le monde, c'est-à-dire se planter. Puisque, à l'époque, et ça c'était un des éléments forts du Lean and Learn saison 1, alors il y a des stats qui disaient en fait 20%, 10% pour ceux qui étaient encore plus critiques, 10% des gens réussissent dans le Lean and Learn. Bon. Donc on s'est dit, on va être parmi les 10%. Voilà. Et puis on va faire, en fait, ce qui a été bien expliqué sous forme de la courbe. Voilà. Le lean et le learn. Donc là, vous retrouvez en fait la boucle d'apprentissage, le Kaizen. Le learn va nous permettre d'atteindre vraiment ce client satisfait. Et puis dans l'idée que si on ne le fait pas, de toute façon, voilà, on risque de décliner, voire même de s'effondrer. Voilà. Puis on avait la même idée aussi que du côté de l'amélioration continue, ça avait produit des résultats, mais qu'il y avait un enjeu qui était touché de plus en plus aussi les signes du top management, même si au niveau de la MAF ça se faisait, mais c'est vrai qu'il y avait... Et du côté du codec, de l'intelligence collective, on avait aussi l'idée qu'il fallait qu'on aille nous aussi atterrir du côté du terrain. Donc il y avait vraiment des belles choses à faire. Voilà. Nous voilà partis. Et plutôt que de vous raconter l'histoire, je vais faire appel à deux personnes qui sont en fait des adeptes de l'ACA ou des adeptes de l'intelligence collective et de l'amélioration continue, donc qui ont aussi bricolé et qui vont témoigner en fait. Donc je vais leur poser quelques questions. Ça a une forme de teaser en fait pour que pendant l'après-midi vous alliez les revoir. Voilà. Nos deux explorateurs, donc Nolwenn, que je vais appeler, donc Nolwenn qui représente la protection juridique, donc c'est un cas de business unit, une petite business unit, mais un cas où effectivement de transformation sous contrainte. Peut-être tu peux nous dire un peu plus de mots sur qui tu es, Nolwenn. Alors bonjour, Nolwenn Cato, moi je suis plutôt organisatrice de métier. Et donc je suis arrivée en 2014 à l'ADS, qui est donc la filiale protection juridique de MMA. Voilà. Donc on arrive en 2014 où on a une activité protection juridique qui a été laissée un peu en autonomie, qui n'a pas évolué depuis une dizaine d'années, un métier qui n'a pas évolué, des clients qui commencent à être de plus en plus insatisfaits et des apporteurs qui sont de plus en plus critiques par rapport à la prestation. Et donc, une nouvelle équipe de direction qui arrive. Et donc, moi, j'arrive dans ce cadre-là avec la nouvelle directrice générale. Et donc, du coup, pourquoi vous vous êtes engagé dans un truc qui avait à faire avec de l'amélioration continue, d'intelligence collective? Alors, en fait, ça s'est fait... au départ, on a posé un diagnostic sur la situation. Il y avait un vrai besoin de rénover en fait, la prestation, de se remettre en lien avec les attentes des clients. Du coup, très rapidement, il y a une stratégie qui a été élaborée qui s'appelle la stratégie du co-clico. Donc, dans le co, il y avait déjà la co-construction avec les collaborateurs, la collaboration en mode projet, et puis la considération des besoins du client. Donc, l'idée de remettre le client au centre, de développer la confiance pour relancer la dynamique commerciale. Donc, vraiment, ce co-clico, c'est vraiment le point de départ. Et avec une volonté très forte de la DG d'aller dans une rénovation sur un mode en se donnant vraiment des droits d'expérimenter, d'innover, de faire des choses différemment pour faire bouger les choses et de le faire avec les collaborateurs, donc en testant, en expérimentant, beaucoup d'audace et de permission donnée par la DG. Et puis aussi une conviction personnelle que voilà, c'était vraiment comme ça qu'on pouvait aussi y arriver, quoi.
Donc là, qu'est-ce que ça a produit en fait, ce coquelicot en fait, est-ce qu'il a poussé Alors 3 ans après, effectivement déjà ça a produit des résultats puisqu'on a augmenté le score de satisfaction client, on a mis en place un baromètre qui nous permet de suivre le score et donc le score a effectivement augmenté. On renoue avec un taux de résolution des sinistres à l'amiable qui est bien meilleur que ce qu'il était, donc on atteint des résultats de ce point de vue-là. Et puis une relance de la dynamique commerciale. Donc voilà, d'un point de vue des résultats visibles, c'est effectivement une réussite. Extérieurement aussi, on a un CODIR qui est très soudé et dont le mode de fonctionnement est très visible de l'extérieur, puisqu'en fait tous les nouveaux arrivants à l'ADS sont étonnés de ces modes de fonctionnement. Et aussi une parole qui s'est vraiment libérée auprès des collaborateurs. On était dans un fonctionnement très hiérarchique et très fermé, et voilà, on a vraiment une parole qui s'est libérée, notamment avec le management visuel, mais voilà, c'est quelque chose qui est en route. Et s'il fallait donner 1 ou 2 apprentissages pour toi? Alors, je dirais 2 ingrédients, la confiance déjà, donc vraiment l'idée que le coquelicot il pousse, mais il faut lui donner, faut l'arroser, il faut mettre du soleil, donc il faut vraiment donner des messages en permanence pour faire pousser le coquelicot. Deuxième grand message, et ça vraiment au titre personnel aussi, c'est qu'il faut donner le temps, c'est la patience. Le jardinier, il va pas, voilà, si on tire sur le coquelicot, c'est une fleur fragile, donc il va s'arracher. Donc il faut vraiment laisser le temps au temps et accepter ce temps long de la transformation. Donc juste Marc, donc toi tu représentes la voix l'écoute client en fait, donc côté MMA, et donc l'expérience, c'est l'expérience des réclamations de clients niveau 2, donc des clients plutôt très insatisfaits. Voilà. Et donc est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a engagé en fait une démarche d'amélioration continue apprenante? Oui. Bonjour, et puis effectivement 2 mots pour dire ce que c'est que les réclamations de niveau 2, parce que c'est peut-être pas forcément une classification qui vous est familière. Donc dans les mutuelles dont Alexandre a parlé, la particularité de MMA, c'est de travailler avec des agents généraux. Donc un client mécontent, insatisfait, s'adresse d'abord à son agent général. Et si, avec son agent général, il n'a pas eu réponse à sa réclamation, la réclamation arrive sur le bureau de la petite dizaine de collaborateurs qui constituent l'équipe qui s'appelait Service Relations Clients, SRC, Service Réclamation Client. Donc l'incertitude, le flou est maintenu parce que la vraie relation client, bien qu'étant une mutuelle chez MMA, est la responsabilité de l'agent général. Donc il récupère peu de dossiers, c'est une dizaine d'équipes qui récupèrent, on va dire, à l'époque c'était de l'ordre de 5000 dossiers par an, sachant que tous n'étaient pas de leur ressort. Ils ont la chance aussi de recevoir directement les réclamations qui montent à la direction générale, celles qui sont passées par Twitter, etc., etc., etc. Donc des dossiers relativement complexes. Tout ça pour vous dire qu'on a affaire à des chargés de clientèle qui traitent le SAV anormal, la réclamation, pas le sinistre, parce que le sinistre, un SAV, on va dire normal, récurrent en assurance, et qui sont aussi à des niveaux de compétences, de connaissance de l'organisation, de connaissance de l'assurance, qui sont assez élevés. Donc, pour répondre à la question d'Alexandre, maintenant que vous voyez à peu près le tableau, c'est clair. Oui. Cette équipe était gérée dans un cadre de pas de vague. C'est-à-dire qu'elle était gérée et responsable d'une activité qui était destinée à calmer tout incendie, tout risque d'incendie. Ne pas peser sur la marque. Elle était d'ailleurs rattachée à la direction de la marque. Au moment où on la récupère, il y a plusieurs mouvements chez MMA, dont un qui consiste à remettre le client au centre, plutôt que les produits, plutôt que les campagnes, etc. etc. Et cette équipe quitte la direction de la marque pour rejoindre la direction client et donc favoriser une connaissance, une écoute client approfondie tout au long d'un parcours qui va des études aux réclamations. Ces équipes se trouvent exposées, ce qui n'était pas le cas puisqu'elles étaient dans un bocal protégé. Et donc, la conjonction de ces changements, puisqu'il y a eu du changement de management pour eux, de rattachement, de vision, et je dirais le partage d'apprentissage, le partage d'expérience que nous avions avec le manager de proximité sur le co-développement, l'offre d'Alexandre, l'encadrement, nous ont fait dire on a essayé un certain nombre de méthodes classiques pour réduire un vrai problème, qui n'était pas forcément appelé problème et qui était là, c'est-à-dire que le stock faisait qu'on ne pouvait pas traiter les dossiers en moins de 30 jours. Pour les plus rapides, on va faire simple.
l'autorité de tutelle nous laisse un délai infini, mais si on écoute le client, et donc on a écouté le client, pour lui c'est 10 jours maxi, et on était à 30-40 de moyenne. Okay. Et tout avait été testé, donc il fallait y aller. C'était le moment, et on avait, je dirais, donc une bonne conjonction, en tout cas l'opportunité d'ouvrir cette porte et d'y rentrer avec d'autres personnes que des inconnus. Donc qu'est-ce que ça a produit de manière courte Alors court, voilà, effectivement, on creusera cet après-midi. Oui. Pour compléter ce que dit Nolwenn, parce que c'est effectivement très clair, je voudrais insister sur du rythme, du résultat, bien sûr, et de la vision. Du rythme parce qu'on ne passe pas du management par la pile individuelle au management collectif par les résultats. On a vu tous les signes qui ont été envoyés par les photos. L'équipe va se co-construire ses propres outils de pilotage. L'équipe va se co-construire ou digérer plus ou moins un langage. On parle de mexicain, on parle... Voilà, il y a des choses qui vont venir, qui vont construire ou reconstruire un esprit de groupe. Les résultats sont là. Même si au début c'est difficile, il faut aller les chercher dans certains coins. On avait arrêté le baromètre de satisfaction client, on l'a relancé et on a vu les choses monter doucement, alors même que tous les indicateurs n'étaient pas au vert. Ça se sent aussi sur le bien-être collaborateur. Depuis la démarche AK, il y a eu zéro mouvement, zéro turnover dans une équipe qui était bien secouée, et le management de transition, la transition de management s'est faite tout à fait bien. Et puis donc la vision. Donc ça, on en reparlera aussi. On a posé ou reposé des fondamentaux du métier, je dirais, qui sont domestiqués de manière collective par l'équipe et qui font qu'on peut se projeter sur des évolutions futures et effectivement envisager que l'équipe définisse ce qui est administrativement répétitif et apprendre par des machines, etc. Juste parce que j'ai plus qu'une minute, oui, incluant aussi ma conclusion, donc ça va être assez balèze. Mais juste un mot d'apprentissage et après l'apprentissage personnel, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à point. On ne savait pas forcément que c'était le bon moment, on y est parti, et là on se rend compte que vraiment on avait une conjonction très très favorable. Guillaume, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce que j'apprends de tout ça en fait, et sachant que c'est un bilan qui est très provisoire, parce que même à 4 ans après, en fait, bon. Il faut savoir déjà, la première chose, c'est qu'on est dans un entre-deux. On est dans un moment qui est très centré sur l'entreprise unique. Donc du coup, c'est vrai que ça, ça a mis un petit peu ça a ralenti le rythme de la diffusion de la démarche, mais on espère bien que ça va, continuer. Alors, première, je vais rien vous apprendre en fait. Dans toutes ces expériences, gare à ceux, à celles qui oublient que tout ça est une affaire d'apprentissage. Et effectivement, dès que vous êtes repris par la tension vers les objectifs, et alors c'est très intéressant parce que ça concerne à la fois le manager, le sponsor et l'accompagnateur. Et alors l'accompagnateur dont je faisais partie, qui était dans l'idée qu'il faut absolument montrer que ça marche, finalement remettait de la tension dans le système. Et quand je remettais de la tension dans le système, à commencer par au début avec il faut absolument fixer des objectifs ultra ambitieux. Ça marchait pas parce que voilà, quand il y a trop de tension, quand il y a trop de tension, ça produit des effets contre-productifs. Deuxième chose, deuxième grand apprentissage. Alors là vraiment, c'est peut-être plus le coach qui parle, mais parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est peut-être plus développé du côté intelligence collective, qui est la question du cadre en fait. Et ça se joue au niveau du cadre de protection avec le dirigeant et avec l'équipe. Si vous n'avez pas ça, et toutes les plantades en fait reviennent au fait que les règles n'ont pas été bien posées. Et ça, je pense que c'est une vraie discipline qui peut être apportée parce que le Lean n'explicite pas beaucoup cette partie. Voilà. Et là, je vous renvoie sur une étude, le projet Aristote qui a fait Google, qui a étudié des milliers d'équipes. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a une composante qui fait la performance d'une équipe, et ça se vérifie aussi dans le Lean, c'est la sécurité des personnes. Voilà, tout commence et tout termine dans la tête du responsable. Donc là aussi, c'est vraiment, je reviens sur le conseil que donnait aussi Jacques, c'est vraiment d'aller challenger le dirigeant. Et là, vous avez deux manières qui sont données d'ailleurs très bien par Jacques. C'est est-ce que le dirigeant va sur le terrain régulièrement
Sinon, s'il n'y a pas, vous êtes mal barré. Et si, comment dire, deuxième chose, est-ce qu'il consulte les réclamations? C'est pour ça que c'est intéressant. Est-ce qu'il en fait un outil d'apprentissage? Est-ce qu'il a envie d'apprendre? Voilà. Et dans toutes les expériences qui se sont bien passées ou mal passées, c'est parce qu'il n'y avait pas cette composante. Voilà. Il y avait quelqu'un qui effectivement voulait du résultat, qui voulait... voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de résultat, parce que le résultat soutient l'apprentissage. Voilà. Et puis je dirais aussi souplesse, 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 ne pas tomber dans une autre forme de dogmatisme qui est le dogme du lead and learn, en fait, où voilà, il faut être absolument apprenant, voilà, avec un espèce de terrorisme comment dire, vous n'avez pas fait de vos flash meetings, ça ne va pas du tout. Là aussi, c'est toujours une question de disposition, donc là aussi, vision systémique. Voilà. Et maintenant, pour le futur, parce que je ne dois plus qu'à avoir 30 secondes et j'ai même dépassé le temps, c'est quoi nos prochaines étapes? Donc, le défi, c'est entretenir la flamme. J'ai mis ça pour Paris 2024, en fait. Donc, notre Paris 2024, ça va être que l'esprit amélioration continue apprenante continue de diffuser. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que je ne vous cache pas que nous sommes une organisation qui a, comme dans d'autres grands groupes, le démon, c'est de croire que l'organisation voilà, va nous sauver. Et pendant ce temps-là, la vente continue. Donc il faut vraiment qu'on ait cet esprit. Mais on a un bel enjeu, parce que dans le statut unique promeut une valeur qui nous paraît essentielle, qui est la responsabilisation. Voilà. Et le deuxième enjeu aussi, c'est la responsabilisation de tous. Donc ça, je pense on pourrait faire un club des grands groupes pour qui la question de l'initiative, qui est une valeur forte qu'on trouve vraiment de manière très concrète dans le lead and learn, ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Et là, on voyait la question de l'éléphant. Voilà, comment faire danser l'éléphant pour qu'on puisse bénéficier de cette responsabilité de tous. Et puis je terminerai, puisqu'on est chez Sol, faire fructifier l'apprenance. Faire fructifier l'apprenance, c'est une question qui reste posée pour nous, qui est lorsqu'il y a de l'apprentissage au niveau individuel et collectif à un endroit, comment on le diffuse dans l'organisation et comment on accélère sans trahir en fait l'esprit. Et là, on touche à la question de l'apprentissage organisationnel, qui est encore une vraie question pour nous. Donc, si vous avez trouvé le Saint Graal, alors on l'a pas complètement trouvé, on commence à avoir des morceaux, mais c'est vrai qu'on a encore à cheminer, notamment sur cette question de l'apprentissage. Donc, on aura beaucoup de curiosité pour aller à la rencontre d'autres personnes qui auraient trouvé des choses sur ce sujet-là. Merci.